Nous sommes à Lannion, la deuxième ville des Côtes-d'Armor. Nichée dans la paisible vallée du Légueur, la commune de 20 000 habitants connaît depuis les années 60 un important dynamisme professionnel. C'est une ville qui a connu une mutation assez exceptionnelle lorsque s'est installé le Centre national des télécommunications. Et ça a complètement transfiguré un peu le destin de cette petite commune qui était plutôt rurale. Et tout à coup, c'est une population d'ingénieurs qui vient s'installer. Et avec un niveau de vie qui explose et surtout un niveau culturel et économique qui se transforme. Mais à l'automne 2009, un événement va semer le trouble dans la commune. Le 15 octobre, Alain, un homme de 59 ans, pousse la porte du commissariat de Lannion. Il veut porter plainte contre Odile, son épouse, pour des agressions physiques et verbales. Les enquêteurs font état de griffures, de plaies au cuir chevelu, notamment dues au fait qu'elle lui aurait tiré les cheveux. Mais il fait surtout état de violences verbales, d'insultes, de cris. C'est pas l'unique épisode de violence qu'il a vécu. Lui, il parle de 3-4 épisodes qui sont intervenus avant celui-là, pour lesquels il n'a pas déposé plainte ni de main courante. Mais alors, que s'est-il réellement passé? À quoi ressemble le quotidien d'Odile et d'Alain? S'agit-il d'un simple événement isolé ou d'un conflit de longue date? À la suite de l'audition d'Alain, les policiers de Lannion convoquent son épouse. Devant les enquêteurs, elle reconnaît les faits qui lui sont reprochés. C'est conforme à ce qu'il a indiqué, du fait que sa femme l'a attrapé par les cheveux. Ils ne remettent pas en cause la parole de ce monsieur. Ils se disent simplement que ce n'est pas une altercation d'une très grande gravité. Si Odile reçoit un rappel à la loi, l'épouse d'Alain n'a absolument pas le profil d'une délinquante. Âgée de 58 ans, elle est retraitée de son métier d'infirmière en psychiatrie à l'hôpital de Lannion. Et c'est une femme particulièrement tournée vers sa famille, à laquelle elle donnait tout, qui sans doute a peu d'activités extérieures, peu d'activités culturelles, peu d'activités de loisirs, et qui est une femme assez discrète et taiseuse. Alain, quant à lui, a grandi dans la ferme de ses parents, dans les Côtes-d'Armor. Il suit une scolarité assez exceptionnelle par rapport en tout cas au milieu d'où il vient, puisque dans sa famille on n'a pas fait d'études, on n'a pas eu son baccalauréat, on n'a pas été à la fac. Lui, il a son baccalauréat, il va à l'université de Rennes. C'est quelqu'un qui réussit grâce à ses études, c'est-à-dire c'est parce qu'il fait des études brillantes qu'il accède à un poste d'ingénieur. Son entourage le décrit comme renfermé et triste. Il n'a pas d'amis très proches. Il s'implique beaucoup dans le milieu breton, il fait de la danse bretonne, il apprend le breton puisque c'était un regret de ne pas comprendre ses parents qui parlaient breton par exemple. Et il se met à l'accordéon diatonique. Alain et Odile se rencontrent en 1975 à Binic, une ville de bord de mer à une dizaine de kilomètres de Saint-Brieuc. Ils se sont mariés assez rapidement, en 1977, alors qu'Alain venait d'intégrer l'entreprise de télécommunications. Et ils se sont installés tout de suite à Lannion. Si le couple souhaite fonder une famille, Alain et Odile vont faire face à un tragique événement. Leur bébé meurt d'insuffisance respiratoire, 4 jours seulement après sa naissance. Ça a été quelque chose de très violent pour eux, qui a été vécu très difficilement, très douloureusement. Fragilisé,
Le couple se dispute de plus en plus. Malgré ce climat délétère, Odile donne naissance à 2 autres enfants, Catherine et Lionel. Ils n'ont pas forcément été d'accord tout de suite sur le fait d'avoir d'autres enfants, d'autant que les 2 qui ont suivi étaient de grands prématurés tous les 2 avec des problèmes de santé à la naissance. Au fil des années, Alain et Odile doivent affronter d'autres difficultés. Et notamment la schizophrénie de leur fils, diagnostiquée à l'âge de 18 ans. Il est violent à l'égard des objets qui l'entourent, il peut casser des portes, donner des coups dans les objets, briser des objets. Alain dit aussi qu'il est, lui, la victime de violences physiques. Peu à peu, la schizophrénie de Lionel va devenir une grande source de contrariété entre les époux. Alain et Odile n'étaient jamais d'accord sur les soins à apporter. Alain ayant régulièrement envie de le faire soigner, son état d'esprit était d'en parler, alors que Odile, elle, partait du principe que ça se réglerait, qu'il y aurait toujours une solution. Les conflits deviennent permanents et incessants. En 1985, après 8 ans de mariage, une procédure de divorce est lancée. On va le découvrir de manière assez singulière, puisque personne dans l'entourage d'Alain et Odile n'entendra parler de cette procédure. En fait, Alain saisit un avocat, dépose une requête en divorce, et cette procédure n'ira pas très loin, puisqu'une décision est rendue qui constate la réconciliation du couple, et donc le fait que la procédure s'interrompt. Malgré cette réconciliation, le couple continue de se déchirer. Et le 21 juillet 2014, un nouvel événement va frapper de plein fouet la famille. Alain et Odile sont prévenus que leur fils a commis des dégradations sur des pompes à essence dans une station-service de Lannion avec un marteau. C'est un point qui crispe le couple parce qu'ils s'inquiètent des conséquences financières pour eux. Ils imaginent qu'ils vont devoir rembourser les dégâts, et c'est des dégâts qui se chiffrent des milliers d'euros. 2 semaines après les dégradations causées par son fils, Alain va se présenter spontanément aux policiers de Lannion. L'homme veut revenir sur des faits survenus la veille, le lundi 4 août 2014. Il explique assez de but en blanc qu'il a commis un double homicide, qu'il a tué sa femme et sa mère. Et il vient se rendre à la police. Il explique les circonstances, les gestes qu'il a commis, et immédiatement après ça, il s'effondre en larmes. Mais alors, que s'est-il passé? Alain est-il réellement l'auteur de ce double meurtre? Et pour quelles raisons les aurait-il tués? Au commissariat de Lannion, le sexagénaire, désormais placé sous le régime de la garde à vue, revient calmement sur les circonstances du drame. C'est une journée tout à fait comme les autres, je crois, dans cette famille, dans ce couple. Alain va qu'à ses occupations, Odile va qu'à ses occupations. Ils déjeunent ensemble, et puis après le déjeuner, on ne sait pas quels sujets finalement sont évoqués au cours de ce déjeuner, mais on sait qu'on parle... Les pompes à essence sont évoquées, la dégradation des pompes à essence. Il tourne le dos à Odile, il est en train de faire la vaisselle, je crois, qu'il le raconte, et tout d'un coup il se retourne, elle lui tourne toujours le dos, et il dit que ça lui prend comme ça, et il lui donne un coup du tranchant de la main, du revers. Puis, la scène bascule, dans l'horreur la plus totale. Alain se saisit d'un rouleau à pâtisserie. Il commence à frapper sa femme.
Il va chercher un marteau dans le garage. Il revient et il la frappe très violemment. Il la frappe suffisamment violemment pour qu'elle ne bouge plus. Odile n'est pas décédé sur le coup. Il faudra plusieurs minutes avant que la pompe cardiaque se désamorce par suite de la perte de sang massive qui résulte de ses blessures. 1 heure plus tard, il décide de se rendre chez sa mère, Louise, à Bégard, une commune à 20 km de Lannion. Alain raconte qu'avant de partir, il a placé instinctivement le marteau dans son sac à dos. Il dit qu'il va le prendre sans y penser, sans intention de la tuer. On peut quand même s'interroger. On ne prend pas un marteau systématiquement. Je vais prendre mes clés de voiture systématiquement sans y réfléchir, mon portable peut-être, mais un marteau, c'est pas quelque chose que je vais prendre systématiquement. Arrivé chez sa mère, l'homme assure qu'il a voulu mettre au clair des problèmes d'héritage. Et au moment où sa mère a voulu s'approcher du sac à dos pour savoir ce qu'il y avait dedans, puisqu'apparemment il y avait aussi des papiers, c'est là qu'il a pris de panique ou d'un accès de colère, qui s'est saisi du marteau et qu'il a frappé sa mère. Et tout ça, il l'a expliqué très simplement aux enquêteurs. Tandis que sa mère, de 85 ans, gît au sol dans une mare de sang, il quitte les lieux. Il s'en va. Et puis, il commence quelque chose qui apparaît complètement étonnant, c'est qu'il va d'abord sur la tombe de son père. Puis, il se rend dans un centre commercial et il va consulter des livres de psychologie. Et il va manger dans un fast-food, ce qui peut-être ne lui est jamais arrivé. Et ensuite, il va passer la nuit à la Belle Étoile. Mais alors, que vont constater les enquêteurs sur les scènes de crime? La version d'Alain va-t-elle être confirmée? Ou protège-t-il quelqu'un en particulier? Après les effroyables révélations du suspect, les enquêteurs de Lannion décident de se rendre à son domicile, dans le quartier de Brélévenez. Sur le sol de la cuisine, ils découvrent alors le corps sans vie d'Odile. Les policiers arrivent sur une scène de crime qui est extrêmement violente, hein. Ils le disent, hein, c'est sanglant, on a des traces de sang qui sont importantes. À Bégard, la scène est quasiment identique. Il découvre le corps de Louise dans une mare de sang sur le tapis. Les policiers ne retrouveront aucune arme du crime dans la maison de Bégard. Mais au domicile conjugal, ils vont mettre la main sur le marteau. Il est près des pots de peinture dans un espace bricolage dans le garage. Il n'est pas caché. En revanche, il a été nettoyé entre le premier et le second meurtre et il est de nouveau nettoyé avant d'avoir été reposé dans la maison d'habitation d'Alain et d'Odile. Le marteau va être retrouvé et puis identifié comme étant l'arme du crime par Alain sans aucune contestation. Et le rouleau à pâtisserie, de toute façon, était présent sur le lieu de la mort d'Odile, taché de sang. Afin de comprendre ce qui a bien pu pousser Alain à commettre ce double meurtre, les enquêteurs interrogent les voisins du couple. Tous décrivent une famille discrète et repliée sur elle-même. C'est des gens qui ont une situation confortable, que rien ne prédispose à vivre ce genre de drame, mais il y a ces cris, parfois, ces disputes, que les voisins attribuent davantage à la problématique avec le fils qu'à la vie du couple. Au cours de l'enquête, le fils d'Alain et d'Odile va intéresser les policiers de Lannion.
15 jours avant, on a un jeune homme qui dégrade une station-service avec un marteau. Quelqu'un qui a une maladie psychiatrique avec des accès de violence, donc les enquêteurs forcément s'interrogent pour savoir si le père peut couvrir le fils. Mais cette piste est rapidement éliminée. Il borne le téléphone portable du fils à l'étranger. Il borne également le téléphone d'Alain et qui correspond totalement à ce qu'il a expliqué, la présence à Lannion, puis à Bégard et le retour à Lannion dans la soirée. Les enquêteurs en sont désormais convaincus. Alain est bien l'auteur des meurtres. Le 6 août 2015, le lendemain de la découverte des corps, les policiers prennent connaissance des résultats des autopsies. En ce qui concerne Odile, 16 traces de coups sur l'ensemble des membres, les bras, les jambes, ce sont des marques de protection, probablement plutôt portées avec le rouleau à pâtisserie qui a été utilisé parce que ce sont des plaies contuses. C'est 8 traces de coups sur le crâne, c'est encore 3 autres coups portés au visage. Vous aurez fait l'addition, 16 plus 8 plus 3, ça commence à faire une scène assez longue et avec une certaine détermination. En ce qui concerne Louise, la mère d'Alain, l'autopsie a révélé uniquement des coups de marteau, 4 ou 5 coups de marteau sur le crâne qui ont conduit à sa mort. Sur le manche et la tête du marteau, les profils ADN des 2 victimes vont être identifiés après expertise. Mais si toutes les preuves accablent Alain, le mobile de ces meurtres reste toujours confus. Alors pourquoi ce père de famille a-t-il commis l'irréparable? Son geste était-il prémédité? Et que vont révéler les expertises psychiatriques d'Alain? Au commissariat de Lannion, les policiers n'arrivent toujours pas à comprendre cette explosion de violence. Et surtout, pourquoi le suspect a tué sa propre mère. Louise a grandi et vécu toute sa vie dans la région. Dans les années 50, elle forme avec son mari un couple d'agriculteurs à Skifiek, un village à une trentaine de kilomètres de Lannion. En 1979, le père d'Alain meurt, laissant sa femme seule avec la ferme à gérer. Une part revient logiquement à Alain qui est fils unique, et Alain, pour que sa mère puisse continuer finalement à vivre sur les terres, à exploiter, etc., laisse très simplement la part de son père qui lui revenait à sa mère. Mais après coup, Alain va avoir l'impression de s'être fait manipuler et flouer par sa mère au sujet de cet héritage. Pour autant, il intériorise sa frustration et continue de prendre soin d'elle. Il venait très régulièrement chez sa mère, il allait lui faire les courses, il venait la voir facilement, tondre la pelouse, tailler la haie. Et donc les voisins parlent d'un fils et sa mère qui avaient des relations tout à fait normales. Interrogé sur ses motivations criminelles, Alain reste flou. Il déclare simplement ne pas avoir prémédité son geste. Autant il avoue les faits, autant il a du mal à rentrer sur le terrain du remords et du regret. Et il évoque le fait qu'il avait mal prévu les conséquences pour ses enfants et qu'il allait les priver de leur mère, mais il n'est pas dans un registre d'empathie ou dans un registre sentimental. Son discernement était-il alors aboli lorsqu'il a tué sa mère et sa femme? Afin de s'en assurer, Alain est examiné par des psychologues et des psychiatres. Alain est un homme supérieurement intelligent.
Ne présentant pas de pathologie psychiatrique de nature à faire disparaître sa responsabilité, mais que c'est un homme qui probablement a accumulé, ruminé tout un tas d'insatisfactions tout au long de son existence, qu'il n'a jamais laissé sortir d'une quelconque façon et qui vont, le jour des faits, exploser comme sous l'effet d'une trop grande pression, un peu comme une cocotte minute, diront certains experts. Il s'est senti humilié par sa femme. Il est préoccupé par la maladie de son fils, ça on peut le comprendre, mais est-ce que ça explique un meurtre? Non. Les experts sont formels. Le sexagénaire présente une personnalité perturbée et de nombreux traits de persécution. S'il n'a pas eu la carrière que selon lui il méritait, c'est à cause de ses chefs. S'il n'a pas eu une vie épanouie, c'est à cause de sa femme. Voilà, c'est toujours à cause des autres. Au fur et à mesure des auditions, on remarque qu'en fait, il se déresponsabilise d'une certaine manière, en arrivant jusqu'à cette phrase qui est assez inouïe et qui reste très violente, c'est « j'ai des remords d'avoir ôté la vie à ces deux tarés ». Si Alain fait état d'un profond épuisement psychique, les experts ne retiennent pas l'abolition, mais l'altération de son discernement au moment des meurtres. Alors comment se comportera-t-il à son procès? Sera-t-il enfin capable d'expliquer son geste? Et les conclusions des psychiatres auront-elles une influence sur le verdict? Le mardi 14 mai 2019, le procès d'Alain s'ouvre devant la cour d'assises de Saint-Brieuc. 5 ans après le double homicide, les proches des victimes ont besoin d'avancer. Les enjeux du procès, c'est de comprendre, c'est de donner des réponses à la famille d'Odile qui est présente, qui est partie civile, mais aussi à leur fille qui est présente, et qui se retrouve tiraillée entre sa mère qui est morte et son père qui est l'accusé. Sous le regard des parties civiles, Alain, désormais âgé de 69 ans, fait péniblement son entrée dans le box des accusés. C'est un homme pas très grand, abattu. Il se présente comme faible. Il a des problèmes d'audition. Il parle tout doucement. On a du mal à l'entendre. La présidente lui demande régulièrement de hausser la voix. Appelée à la barre, la famille d'Odile revient sur la personnalité complexe d'Alain et sur son mépris perpétuel. Une des phrases du frère était assez marquante. Il était le sachant et nous les ignorants. Voilà un peu le type de relation qu'il y avait entre eux. Tout au long des 4 jours d'audience, le comportement et surtout les déclarations d'Alain plaident contre lui. Alors qu'il risque la perpétuité, il décrit Odile comme étant une femme dominatrice, autoritaire et même limitée intellectuellement. Pire encore, il n'hésite pas à justifier ses actes criminels. On a entendu que si lui s'était trouvé dans une telle extrémité, dans une telle situation, dans une telle impasse dont il n'a pu sortir qu'à coups de marteau, c'est par la faute de cette femme qui n'était pas rationnelle, qui n'était pas raisonnable. C'est pas de sa faute. S'il a tué sa femme et sa mère, c'est en lien avec la schizophrénie du fils, avec les discordes autour du mariage. Enfin, c'est compliqué quand même, quand on met les choses à plat de manière très calme, d'expliquer un double meurtre par des choses comme ça. Entendus à leur tour, les experts psychiatres vont expliquer que les meurtres d'Odile et de Louise
résulte bien d'une accumulation de stress chez Alain. Une réaction psychologique aussi brutale qu'exceptionnelle. L'altération du discernement va être retenue et le vendredi 17 mai 2019, Alain est finalement condamné à 20 ans de réclusion criminelle. C'est une peine importante, mais qui lui laisse quand même entrevoir une potentielle porte de sortie et un aménagement de peine, évidemment pas dans l'immédiat, mais dans les années à venir, qui est pas exclu. Aujourd'hui, 5 ans après les meurtres, les familles des victimes sont toujours marquées à vif. Tandis que sa mère est décédée et son père derrière les barreaux, Catherine, la fille d'Odile et d'Alain, tente, tant bien que mal, de se reconstruire. Elle veut tourner la page. Elle a un petit garçon. Elle préférait entendre son père prendre des nouvelles de son fils plutôt que de sans arrêt parler du drame. Malgré la douleur et la colère, le frère et la sœur d'Odile n'oublient pas Alain, son meurtrier. Ce sont des gens qui disaient encore, vous savez, nous souffrons, je souffre d'avoir perdu ma sœur, mais je souffre encore de savoir que cet homme, Alain, qui était mon beau-frère, qui donc a fait partie des miens, s'est privé par son acte de toutes les merveilleuses choses de la vie. Ce sont des gens qui ont encore de la compassion pour cet homme qui a tué leur sœur. C'est tout de même un miracle de dignité. Nous sommes à Lorient, situé au cœur d'une rade, entre mer et rivière. La cité portuaire de 57 000 habitants est la première ville du Morbihan. Lorient est assez connu, et notamment pour son port de pêche, qui est l'un des plus importants d'Europe. C'est une ville qui a été entièrement détruite par des bombardements, qui a donc été reconstruite peut-être à 90%. Le 13 juillet 2011, en pleine saison estivale, deux amis embarquent à bord de leur voilier. Mais cette sortie en mer va vite tourner au cauchemar. Il voit une valise très volumineuse qui flotte entre deux eaux dans la rade de Lorient. Puis ils se rapprochent de la valise avec leur bateau. Ils imaginent qu'il y a peut-être de la drogue ou de l'argent. Et ils arrivent à agripper la valise. L'un d'eux finit par ouvrir la valise et, horreur, un pied sort de la valise. Les plaisanciers s'aperçoivent également que des haltères sont accrochés au bagage. Face à cette découverte glaçante, les deux amis préviennent immédiatement les secours. La gendarmerie maritime intervient assez rapidement et la valise est transportée sur le port et sera ouverte à la morgue, à l'Institut médico-légal, de façon à ce qu'une autopsie du corps puisse être pratiquée. Alors, que vont révéler ces examens? Quelle est l'identité de la victime? Et pourquoi lui a-t-on réservé un tel sort? À la morgue de Lorient, les médecins légistes procèdent à l'ouverture de la valise. Ils distinguent tout d'abord une grande bâche en plastique.
Il retrouve à l'intérieur le corps d'un homme en position fétale. Il a notamment les poignets et les chevilles attachés et surtout il a quelque chose qui paraît un peu bizarre, une sorte de masque facial sur le visage. Ce corps a la tête bandée comme une momie. Évidemment, les médecins légistes procèdent à l'enlèvement des bandelettes de scotch qui entourent le visage. Le visage est bien évidemment déformé par le temps passé dans l'eau et par le temps qui s'est écoulé depuis la mort. La victime n'est pas identifiable et les experts sont également dans l'incapacité d'estimer son âge. Sur lui, on retrouve très peu de choses et on retrouve surtout une clé. Le lendemain de la découverte du corps, les résultats de l'autopsie tombent. On arrive à identifier qu'il y a un certain nombre de coups qui ont été portés sur cet homme. Sans qu'on en ait la certitude absolue sur le plan médico-légal, probablement il a été étouffé et il est mort des suites de cet étouffement. D'après les analyses, le corps aurait séjourné environ 1 mois dans l'eau. Alors que la piste criminelle ne fait aucun doute, une information judiciaire est ouverte pour assassinat le 21 juillet 2011. Les enquêteurs ont cherché à savoir si quelqu'un avait disparu à Lorient, sauf que cette piste n'a pas abouti. L'ensemble des fichiers des hôtels va être saisi, des écoutes téléphoniques vont être menées et l'ensemble des plaintes qui ont pu être portées vont être examinées. Mais ces investigations ne donneront rien et l'ADN de la victime ne correspond à aucun profil répertorié dans les fichiers nationaux. Après plusieurs mois d'enquête infructueuse, une mesure exceptionnelle est requise par la juge d'instruction. Dans la restauration faciale, c'est quelque chose de très rare, qui habituellement est plutôt fait dans les funérariums pour préparer un corps. Et là, en fait, on l'a extrapolé pour pouvoir faire une diffusion dans la presse lorsqu'on a des affaires qui sont au point mort. Là, dans le cas présent, en fait, le visage était entouré de scotch, donc les traits du visage avaient été déformés, le nez avait été aplati. Les techniciens de l'Institut de recherche criminelle parviennent finalement à mettre un visage sur l'homme retrouvé dans la valise. C'était un homme d'une 50aine d'années, type un peu méditerranéen, avec des cheveux bruns foncés, des sourcils assez massifs. Le portrait est alors diffusé dans la presse via un appel à témoins le 16 mars 2012, 8 mois après la découverte du corps. Alors, la victime sera-t-elle identifiée? Pourquoi sa disparition n'a-t-elle pas encore été signalée par ses proches? Et qui est l'auteur de ce meurtre sordide? Malgré les espoirs des enquêteurs bretons, l'appel à témoins n'apporte finalement aucune information probante. Dans l'impasse, ils décident d'explorer leur dernière piste, la clé retrouvée sur le cadavre. C'est une clé un peu spécifique qui a été réalisée, je crois, à quelques centaines d'exemplaires. Les gendarmes font un travail extraordinaire en recherchant systématiquement chez tous les serruriers de France qui a pu avoir travaillé sur cette clé, qui a pu modifier cette clé, qui a pu travailler sur cette serrure. En novembre 2012, l'acharnement des enquêteurs de la gendarmerie maritime finit par payer. Et bingo, on trouve un serrurier qui se souvient d'avoir travaillé sur cette serrure. Et on arrive à tirer doucement sur la ficelle.
L'artisan se situe à près de 500 km de Lorient, en banlieue parisienne. Et par chance, il a gardé la facture de l'intervention, ainsi que la fameuse serrure, changée un mois auparavant. Lorsque les gendarmes y insèrent la clé, le mécanisme fonctionne parfaitement. Les enquêteurs, à partir de l'adresse donnée par le serrurier, vont aller dans un immeuble de la rue Boissy-d'Anglas, à Paris. Interrogé par les gendarmes, le gestionnaire de l'immeuble assure que le locataire de cet appartement n'a pas donné signe de vie depuis plusieurs mois. Après vérification, les empreintes digitales qui figurent sur ces papiers d'identité correspondent bien à celles du corps. Il s'agit d'un certain Farid, un franco-marocain de 55 ans. Et on dit à Paris, la famille, elle est à Paris, dans un quartier populaire parisien. C'est des gens qui ont une existence normale, qui ne sont pas des gens très fortunés, et qui vivent dans ce milieu-là, populaire parisien, depuis toujours. Farid, c'est quelqu'un qui ne pose pas de difficultés, qui ne gêne pas ses voisins, qui n'a pas de relation particulière avec eux, qui a une existence très très discrète. Grâce au bailleur de Farid, les enquêteurs vont faire une découverte capitale. Postérieurement, à la date du décès de la victime qui a finalement été constatée par les enquêteurs, des lettres et puis des chèques ont été adressés par cette personne au cabinet de gestion. Ça intrigue beaucoup. Quelqu'un qui n'est pas recherché par sa famille, qui n'est pas recherché par ses proches, qui n'est pas recherché par son bailleur, qui continue à payer son loyer après sa mort. Et c'est vrai que c'est très étonnant. Les choses se passent exactement comme si on avait maintenu une apparence d'existence de Farid. Mais ce n'est pas tout. En se renseignant sur le profil de Farid, les enquêteurs vont de surprise en surprise. C'est un des meilleurs indicateurs de la brigade de la répression du proxénétisme à Paris. D'ailleurs, au moment où on dit aux policiers que c'est Farid qu'on a identifié, les policiers qui le suivent régulièrement dans le cadre de son activité disent « Ah bah, on n'avait plus de nouvelles de lui depuis juin 2011 ». Farid ne vient plus au rendez-vous et les enquêteurs sont inquiets. Pour autant, s'agissant d'un indice, ils ne font pas de recherche officielle. Contactés par les enquêteurs bretons, les hommes de la BRP lèvent le voile sur la nature de leur arrangement avec Farid. Ils bénéficient d'une tolérance totale à l'égard du salon de massage, qui est en réalité un salon de prostitution qu'il exploite, rue Moncey, à proximité de la place de Clichy, de la rue d'Amsterdam. Alors la mort de Farid est-elle liée au milieu du proxénétisme? A-t-il été victime d'un règlement de compte? Et qui usurpe son identité depuis son décès? À Paris, les enquêteurs s'intéressent de près au salon de massage dont Farid était le protecteur. Les investigations révèlent que la gérante des lieux est une jeune femme de 28 ans, nommée Luna. Elle est présentée comme une jeune femme plutôt séduisante. Elle vient de la banlieue parisienne, elle vient du 78. Elle vient d'un milieu dur, elle est arrivée dans la prostitution assez jeune. Cela fait déjà quelques années que Luna travaille dans ce salon de massage. Et récemment, elle a racheté les parts à l'ancienne gérante. Et donc maintenant, c'est elle qui tient la baraque. Luna est elle aussi connue par les hommes de la BRP. La gérante du salon leur a cependant toujours affirmé n'être au courant de rien concernant la disparition de Farid.
Elle va indiquer que Farid est un copain avec lequel elle a de bonnes relations et qu'elle n'est pas informée de son décès. Les gendarmes apprennent qu'une autre jeune femme travaillait au salon en juin 2011, à l'époque où Farid a disparu. Il s'agit de Virginie, une Bretonne de 25 ans. Virginie est une jeune femme d'une intelligence importante, qui est une jeune femme qui a souhaité avoir une vie cinématographique, on peut dire, en quittant l'Orient après le bac pour aller à Paris. Mais ses projets d'actrice vont vite prendre une autre tournure. Elle est tombée, mais pour un temps de quelques mois, dans la prostitution. Si le profil de Virginie retient l'attention des enquêteurs, un élément va particulièrement les intriguer. Il y a une coïncidence troublante, c'est que le corps a été repêché à Lorient et que Virginie donc, a de la famille, notamment son père, qui vit à Lorient. Au cours de leurs recherches, les gendarmes découvrent également que Virginie et Luna se sont rendus à Lorient à la date présumée du meurtre de Farid. Et ce n'est pas tout. En sollicitant les organismes bancaires, ils apprennent que c'est Luna qui règle les factures de la victime. Dans les éléments à charge importants, il y a évidemment le fait que Luna a continué à faire vivre, entre guillemets, administrativement, Farid. C'est-à-dire que le loyer est payé, une fuite d'eau dans son appartement de la rue Boissy-d'Anglas va donner lieu à un courrier rédigé de la main de Luna au syndic. Bref, tout est fait pour faire comme si Farid n'était pas mort. Le 27 mai 2013, l'enquête prend une nouvelle dimension. Ce jour-là, l'identité du corps est dévoilée dans la presse. Placée sur écoute, Virginie va alors se livrer à d'étranges confidences. Dans cette conversation, en fait, il parle du fait que un corps a été retrouvé et surtout identifié. Ça fait référence à une conversation qu'ils avaient eue précédemment, tous les deux, dans laquelle elle lui avait avoué qu'elle avait fait une bêtise. On ressent au travers de cette écoute que Virginie est prête à parler. Alors, que vont révéler Virginie et Luna en garde à vue? Sont-elles impliquées dans le meurtre de Farid? Et dans quelles circonstances exactes l'homme de 55 ans est-il décédé? Le 28 mai 2013, presque 2 ans après la mort de Farid, Luna et Virginie sont placées en garde à vue à Paris, dans les locaux de la section de recherche de la gendarmerie. Contre toute attente, la jeune Bretonne se montre coopérative. Virginie va avoir un comportement tout à fait étonnant, c'est-à-dire qu'elle va très rapidement être dans une relation de confiance totale avec l'enquêteur. Elle va tout déballer et les enquêteurs vont même dire que c'était presque un monologue, ils n'avaient pas besoin de poser de questions. C'était un flux continu d'aveux. Selon Virginie, Luna aurait monté un stratagème afin d'éloigner Farid de son salon de massage et ainsi ne plus payer sa protection. Il y a une somme qui a été mentionnée qui est de 25 000 € par an. Apparemment, il devient de plus en plus gourmand et que de 25 000 €, il va réclamer 50 000. Refusant de lui verser cette somme, Luna lui aurait alors fait croire qu'il n'était plus protégé par la brigade de répression du proxénétisme. Très inquiet,
Farid se serait rendu dans le salon de massage dans la nuit du 21 juin 2011. Il est en colère, il est stressé, il veut savoir si il est lâché par la brigade de répression du proxénétisme et si la police s'intéresse à mettre à mal son salon de prostitution. Virginie raconte qu'il y a une dispute violente entre Luna et Farid, que Luna prend un chandelier avec lequel elle frappe l'arrière de la tête de Farid, que Farid arrive à sortir dans la rue Moncey. Une course-poursuite s'engage, mais Luna parvient à ramener Farid au salon. Luna prend un câble d'imprimante, le passe sans qu'il ne s'en rende compte autour du cou de Farid en donnant l'autre partie du câble à Virginie. Chaque femme a un bout du câble d'imprimante et Luna dit à Virginie de tirer sur le câble, ce qui étrangle Farid. Alors que Farid respire encore, Virginie fuit la scène et laisse Luna seule avec le proxénète. Au bout de quelques minutes, la gérante ressort de la pièce. Elle a enrubanné la tête de Farid dans du scotch. Luna va revenir vers elle, lui dire que c'est fini. Et donc, ensemble, elles vont réfléchir aux moyens de se débarrasser du corps. Les deux femmes achètent une grande valise noire pour y placer le corps, enroulé dans une bâche en plastique. Elles décident ensuite de se rendre en taxi à Lorient, où habite Yannick, le père de Virginie. Le taxi observe évidemment une valise très lourde que les deux femmes font péniblement rentrer dans le coffre. Ils demandent qu'est-ce que contient cette valise aussi lourde. Elles diront qu'il s'agit de vaisselle et qu'elles participent à un salon de la brocante à Lorient. Quand elles arrivent à Lorient, Virginie appelle son père et là, elle lui dit de venir l'aider, que quelque chose de grave s'est passé, qu'il faut qu'il vienne l'aider. Interpellé à son tour, Yannick confirme s'être occupé de la valise. Il a pris soin de récupérer des haltères, des cordages, et puis donc il se débarrasse du corps. Il a expliqué qu'il a fait le signe de croix au moment en fait, où il a mis la valise dans la mer. Luna, elle, va livrer une version bien différente. Avec aplomb, elle nie son implication dans la mort de Farid. Malgré ces dénégations, la gérante et Virginie sont mises en examen pour assassinat. Yannick est, quant à lui, poursuivi pour recel de cadavres. En fin d'instruction, le juge d'instruction estimera qu'il n'y a pas assez de charges pour reprocher le crime d'assassinat et renverra les deux femmes devant la cour d'assises du Morbihan pour meurtre. Alors l'audience permettra-t-elle d'obtenir toute la vérité sur la mort de Farid? Luna avouera-t-elle les faits? Et quel sera le verdict du tribunal de grande instance? Le procès des trois accusés, Virginie, Luna et Yannick, débute le 8 décembre 2016 devant les assises du Morbihan, à Vannes. Mais alors que l'audience s'ouvre, le banc des parties civiles reste désespérément vide.
La famille de Farid n'a pas pu venir au procès. Ça a été une très forte frustration parce que sa mère était malade, elle était âgée et parce que son frère et sa sœur sont restés auprès de leur mère pour la soutenir dans ces moments qui étaient extrêmement difficiles. À cela s'ajoute une ambiance pesante dans le box des accusés. D'un côté, il y avait vraiment Virginie et son père qui étaient très proches. Et puis de l'autre côté, il y avait Luna. Et donc les deux jeunes femmes ne se regardaient pas, alors qu'elles avaient été très proches pendant des années. Au cours des témoignages, les activités obscures de Farid orientent les débats sur son profil de proxénète et non sur celui de victime de meurtre. Il y a eu des moments où on a eu du mal, nous, les parties civiles, à nous faire entendre. Il a fallu même un moment qu'on quitte la cour d'assises, tellement les choses ont été dures. Appelée à la barre, Virginie décrit avec précision la scène de crime. Un témoignage diamétralement opposé à celui de sa co-accusée. Virginie raconte une version dans laquelle Luna joue un rôle important dans le meurtre qui est reproché, et Luna indique qu'elle est complètement ignorante de tout cela et qu'elle fait l'objet de fausses accusations de la part de Virginie. Elle est plutôt à l'offensive, Luna, pendant le procès. D'ailleurs, la présidente va même s'en étonner et essayer de la recadrer, puisque vraiment, elle est vraiment, ben non, je n'ai rien fait, voilà, elle n'en démord pas, elle n'est pas du genre à voilà, s'excuser. Pour Luna, Farid a été victime d'un règlement de compte lié au milieu du proxénétisme parisien. De son côté, Yannick, qui a agi pour protéger sa fille, s'excuse envers la famille de la victime. Virginie a toujours eu à cœur, tout au long de ce procès, de préserver son père de l'horreur de ce qui avait pu se passer. Je crois que c'est peut-être ce qu'il y a de plus fort dans ce procès. Après 7 jours de procès et 3 heures de délibération, le verdict tombe. Luna est finalement condamnée à 12 ans de réclusion criminelle. Sa complice Virginie écope de 6 ans de prison et Yannick d'1 an avec sursis. Luna accueille le verdict de manière assez forte. Elle sanglote, enfin, c'est difficile à encaisser, on sent. Alors que du côté de Virginie, c'est plutôt la sérénité qui se lit sur son visage. Elle semble presque soulagée. Luna fait immédiatement appel. Le 8 novembre 2018, un deuxième procès a lieu aux assises des Côtes-d'Armor, à Saint-Brieuc. Sa condamnation à 12 ans de prison sera confirmée. Aujourd'hui, presque une décennie après les faits, Virginie, Luna et Yannick ont purgé leur peine et sont désormais libres. Pour autant, la famille de Farid doit continuer à vivre avec le poids de sa disparition. Vous savez, quand on perd son fils, quand on perd son frère, quand on perd sa sœur, il n'y a pas de peine assez lourde. Parce qu'aucune peine ne vous rendra celui que vous avez aimé. Ça, c'est une certitude.